Bonjour, nous allons commencer ce cycle de formation sur la DMLA en précisant le contexte général de la DMLA, ce qu'est la macula, ce qu'est une DMLA et ce que signifie pour un patient être atteint de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, tout d'abord, la macula. La macula, c'est le centre de la rétine. C'est une toute petite partie, quelques pourcentages de la rétine, de à peine 2 mm², mais un point essentiel parce qu'au centre de la rétine est donc essentiel pour notre vision, la fixation, la reconnaissance des détails, l'écriture, la lecture, la vision des couleurs. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est la principale cause de cécité dans les pays industrialisés. On estime qu'il y a plus d'1 million d'individus atteints en France. C'est une maladie chronique qui débute par définition après l'âge de 50 ans et qui atteint sélectivement la macula, cette partie centrale. On estime qu'il y a environ 1 million d'individus atteints en France et que ce chiffre va doubler dans les 20 ans qui viennent du fait de l'augmentation de l'espérance de vie. Cette incidence augmente aussi avec l'âge. Il y a une personne sur 3 qui est concernée après 75 ans, une personne sur 2 après 80 ans, à différents stades de la DMLA, qu'il s'agisse de la MLA avancée ou de la DMLA avérée. Alors, c'est une maladie qui est très fréquente. Si sur cette diapo, vous voyez la comparaison entre la prévalence des différents cancers, cancer du sein, de la prostate, colorectal, pulmonaire, et la prévalence de la DMLA exudative et atrophique, vous voyez que c'est une maladie qui a une prévalence importante. Et si on rajoute les gros drusènes séreux, on arrive à une grande partie de la population qui est concernée par la DMLA. L'incidence annuelle de DMLA exudative est tout à fait comparable à l'incidence annuelle des principaux cancers. Alors, ce qu'on sait sur cette maladie, sur son origine, c'est que c'est une maladie multifactorielle, euh, avec une combinaison de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Il y a des gènes qui protègent, ou en tout cas qui sont associés à un moindre risque de DMLA, et des gènes ou des allèles, des polymorphismes, qui sont associés à une augmentation du risque de DMLA. On sait que le tabac augmente le risque de DMLA. On sait que le cholestérol et les acides gras saturés augmentent le risque de DMLA. À l'inverse, certains antioxydants et vitamines, les oméga-3, les caroténoïdes, en particulier lutéine, zeaxanthine, diminuent leur consommation régulière, diminuent le risque de DMLA. En ce qui concerne le soleil, il n'y a pas de lien avéré entre soleil et la maladie DMLA. Alors, vu par le patient, ses symptômes, c'est tout d'abord une baisse de l'acuité visuelle, de loin, de près, ce qui n'est absolument pas spécifique, des déformations visuelles, ce qu'on appelle dans notre jargon les métamorphopsies, un scotome central, la fameuse tache au centre de la vision, puisque dès lors que le patient essaye de fixer quelque chose, sa macula est concernée et il va retrouver une tache qui peut être plus ou moins sombre au centre de sa vision. Vous voyez ici la séquence évolutive de très belles roses qui deviennent de plus en plus jaunies et avec des couleurs amoindries avec le temps, puis déformées. Et puis au stade d'après, il y a la tache centrale avec le scotome central. Un autre exemple ici, vous voyez un hôpital un patient qui vient consulter à l'hôpital va malheureusement retrouver ces lignes ondulées. Et ça, c'est un très bon signe. Le patient qui, par sa fenêtre, trouve que l'immeuble en face n'est plus tout à fait droit, que les carreaux sont plus tout à fait droits ou une tache, alors là, doit consulter en urgence. Il s'agit de métamorphopsie. Regardez ici sur cette page, dans la lecture, on va voir l'évolution dans le temps sur le anything. On va se concentrer sur le mot anything et vous voyez dans le temps les petites déformations qui au départ inquiètent peu les patients, puis c'est de plus en plus prononcé au fur et à mesure des jours, des semaines. Puis peut apparaître le scotome, la tache centrale qui peut devenir plus ou moins importante si on la laisse évoluer. Alors ça, c'était vu par le patient, vu par l'ophtalmologiste à l'examen du fond d'œil. On va distinguer 3 grandes formes. Tout d'abord, la MLA, qui n'est pas une DMLA avérée. Ce sont des signes précurseurs qui peuvent très bien rester comme ça à ce stade, avec essentiellement 2 types de signes précurseurs, les drusènes, les petits dépôts lipidiques ou les altérations de l'épithélium pigmenté. L'autre forme est une forme avérée de DMLA, la DMLA atrophique, avec une involution des tissus, une atrophie des tissus dans l'aire maculaire, ce qu'on appelle aussi dans le jargon la forme sèche
de DMLA, l'atrophie géographique, et puis enfin, la forme la plus commune, la DMLA exudative, qui va associer un œdème, des signes exudatifs, voire même des hémorragies. Alors, lorsqu'on parle de MLA, de maculopathie liée à l'âge, cela englobe plusieurs entités. Tout d'abord les drusènes et puis les altérations, les modifications de l'épithélium pigmentaire rétinien. Les drusènes, on différencie les drusènes séreux, les grands drusènes de plus de 125 microns, les miliaires, les petits, les intermédiaires qui sont entre les deux, entre 62 et 125 microns, les pseudo-drusènes réticulés, les drusènes calcifiés, puis enfin les drusènes fantômes décrits plus récemment. Parmi les altérations de l'EP, on va distinguer les dépigmentations, diminution de la pigmentation, des dépôts de pigments, l'aspect réticulé ou enfin une lésion pseudo-vitelliforme de l'adulte. Vous voyez ici différents types de maculopathie liée à l'âge qui représentent pour la plupart des drusènes séreux, de larges drusènes au fond d'œil. Lorsqu'on parle de DMLA exudative, la classification habituelle est de distinguer les néovaisseaux choroïdiens de type 1, qui sont sous l'épithélium pigmenté, que l'on appelle encore les occultes mal définis, les néovaisseaux de type 2, que l'on appelle les préépithéliaux, qui sont au-dessus de l'épithélium pigmentaire rétinien, que l'on appelle visibles, bien limités, bien définis ou classiques. Classiques parce que ça a été les tout premiers décrits en angiographie avec une forme bien limitée et c'est pour ça qu'on les appelait bien limités, visibles ou classiques. Les néovaisseaux de type 3 qui correspondent à des anastomoses choriorétiniennes ou encore retinal angiomatous proliferation pour les anglo-saxons. Et enfin, les néovaisseaux qui sont des vascularopathies polyhypoïdales, en fait un sous-groupe des néovaisseaux de type 1. On distinguera pour chacun de ces néovaisseaux leurs caractéristiques, leurs particularités. Est-ce qu'il existe un décollement de l'épithélium pigmenté qui soit fibreux, fibrovasculaire ou séreux? On va distinguer la surface des lésions. Est-ce que les lésions sont mixtes? Il peut coexister des néovaisseaux de type 1 ou 2. La présence ou pas d'hémorragie, d'hématome, et enfin l'évolutivité de ces lésions. Tous ces adjectifs, tous ces qualificatifs pour distinguer, pour caractériser les néovaisseaux choroïdiens. Sur la DMLA atrophique, il existe enfin une classification consensuelle. Ce qu'on va surtout distinguer, c'est la forme mixte qui peut associer de l'atrophie et des néovaisseaux, la présence ou pas d'une épargne fovéolaire. Pourquoi c'est important? Parce que si la fovea est encore épargnée, le patient a encore une bonne acuité visuelle. Et jusqu'à un stade tardif, en tout cas jusqu'à ce que la fovea soit atteinte, le patient garde une bonne acuité visuelle. Et enfin, la surface, la localisation et la surface des lésions. Il y a une entité particulière que l'on verra qui est un sous-groupe décrit dans les DMLA atrophiques avec une évolutivité un peu plus sévère qui sont les EMAP, un sous-groupe de DMLA. Alors, lorsqu'on parle de la MLA, il y a eu des travaux très importants et qu'on doit avoir en tête sur l'évolution de la MLA, maculopathie liée à l'âge, vers la DMLA. Quelle est la probabilité pour un patient d'avoir une DMLA avérée? La classification va baser sur l'examen du fond d'œil, retrouver un score entre 0 et 4, donc 5 possibilités. Si à l'examen du fond d'œil, le score est à 0, la probabilité est quasiment à 0 à 5 ans d'avoir une DMLA avérée, ou 0,5%, un risque quasi nul. Lorsque le score est à 1, la probabilité est à 3%, un score à 2, 12%. Et vous voyez que dans les scores à 3 ou 4, alors là, on a une très forte probabilité, malheureusement, d'avoir une DMLA avérée, 25 et jusqu'à 50% à 5 ans. Et ça, simplement basé sur l'examen du fond d'œil. Autrement dit, à partir de l'examen du fond d'œil, l'ophtalmologiste va établir un score. Et ce score va nous donner une idée de la probabilité d'avoir une DMLA dans les 5 ans qui viennent, une DMLA avérée, atrophique ou exudative. Alors, comment est-ce qu'on établit ce score? L'ophtalmologiste va regarder l'examen du fond d'œil et puis voir s'il y a des altérations de l'épithélium pigmenté et des drusènes. Et pour ça, chacun de ces items, il va noter un point. S'il y a des altérations de l'EP, un point, des drusènes, 2 points, et pareil pour chaque œil. Et comme il y a 2 yeux, on peut arriver à un score à 4. Qu'est-ce que l'on sait
Maintenant, de la physiopathologie de la forme exudative. Euh, Au tout début de la maladie, on peut observer des drusènes, des petites accumulations de débris lipidoprotéiques au fond d'œil, qui vont peu à peu faire une barrière entre l'épithélium pigmenté et la membrane de Bruch. On sait que ces drusènes sont constituées de facteurs pro-inflammatoires, vont également provoquer une hypoxie qui va, à terme, provoquer l'expression de facteurs pro-angiogéniques, dont le VEGF. Ici, un exemple, et vous voyez qu'il y a une parfaite corrélation entre les images anatomiques que l'on connaissait et ce que l'on a maintenant in vivo, l'examen en OCT, avec, pour ces néovaisseaux de type 1, les néovaisseaux qui sont sous l'épithélium pigmenté. Ici, le décollement sérorétinien, témoin des signes exudatifs, dans la DMLA exudative. Alors, quel est l'impact sur la vie des patients? Impact important. On sait que ces signes de DMLA exudative sont associés à une baisse de l'acuité visuelle, d'autant plus qu'il peut exister des facteurs associés comme une hémorragie, comme un décollement ou une déchirure de l'épithélium pigmentaire. Et il y a une association claire qui a été démontrée entre DMLA et comorbidités telles que des fractures, des chutes, dépression. On estime qu'il y a 30% de patients qui ont des signes à différents degrés de dépression associés à la DMLA. Ce que l'on doit savoir aussi dans le contexte général de la DMLA, c'est qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à traiter. Il y a plusieurs délais et chacun de ces délais est important. Tout d'abord, le délai entre l'apparition des néovaisseaux et la reconnaissance des symptômes. C'est ce qu'on va appeler le dépistage ou l'autodétection des symptômes. Les néovaisseaux sont là, le patient s'en est pas encore rendu compte et seul le dépistage va pouvoir identifier, faire le diagnostic de ces néovaisseaux avant même que le patient s'en rende compte. D'où l'idée de l'importance d'un dépistage chez les patients dans la population de plus de 55-60 ans. Le deuxième délai, c'est entre la reconnaissance des symptômes et la prise de rendez-vous. Il est important d'éduquer la population, d'éduquer nos patients. Si vous avez des symptômes, prenez un rendez-vous en urgence. On ne prend pas un rendez-vous à 6 mois chez son ophtalmologiste. On vient en urgence, on demande un rendez-vous en urgence. Il y a eu des efforts très importants qui ont été faits pour éduquer les secrétaires, les secrétariats à ce degré d'urgence. Le troisième délai, c'est le délai entre la prise de rendez-vous et la consultation ophtalmo. Et là, c'est vraiment ces efforts qui ont été faits auprès des secrétariats pour dire, bon, un patient a ses symptômes, on lui donne un rendez-vous en urgence. Donc, c'est le délai entre le moment où le patient a téléphoné et le moment où il aura bien son rendez-vous. Et puis enfin, le délai entre le diagnostic, l'ophtalmologiste va faire le diagnostic de DMLA exudative, et le traitement, qui idéalement est fait le jour même, le traitement est fait le jour du diagnostic, ou parce qu'en vie réelle, ce n'est pas toujours possible de le faire le jour même, en tout cas dans les 7 jours maximum, entre le moment où on a fait le diagnostic et le moment où on va faire le traitement pour le patient. Alors, il y a des messages à diffuser dans le grand public, bien sûr, parce que dès lors qu'on dit « si vous avez des symptômes, il faut consulter rapidement », c'est la raison pour laquelle, depuis 2007, en fait, nous avons commencé les premières campagnes d'information sur la DMLA, des campagnes d'information et de dépistage qui sont par la suite devenues des campagnes sur la macula au sens large, les fameuses journées macula. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces campagnes? Parce que dire à un patient ou dire dans la population, si vous avez des symptômes, il faut consulter, ça peut être une DMLA. Nous avions fait une enquête avec l'Institut Louis Harris en 2007. Et le but de cette enquête était de savoir d'où on partait en 2007. Est-ce que la population connaissait le mot DMLA? Effectivement, on avait à peine 3% de la population qui connaissait le mot DMLA en 2007. Et vous voyez qu'on a pu monter à 17%, voire même 46% pour le mot DMLA ou macula dans la population, et une population cible. On ne parle pas d'une population de jeunes qui ne connaîtraient pas ce mot-là, une population entre 50 et 70 ans. Autrement dit, des efforts importants ont été faits qui ont porté en à peine 5 ans, entre 2007 et 2012, qui ont porté leurs fruits
sur cette notion de reconnaissance dans la population générale du mot DMLA ou du mot macula. Voilà, 20% identifient spontanément la DMLA comme une pathologie oculaire après 5 ans, et puis 52% déclarent connaître cette maladie, 80% disent qu'ils en ont entendu parler au moins une fois. Dernière notion, la notion sur les traitements. Les traitements, il y avait bien peu de traitements jusqu'à l'arrivée des anti-VEGF, la photocoagulation au laser, lorsque les néovaisseaux sont en dehors de la fovea, donc dans l'aire maculaire, mais pas précisément dans la macula. Le traitement par photothérapie dynamique qui n'empêchait pas l'aggravation, mais qui ralentissait l'aggravation des conséquences de la néovascularisation. Autrement dit, les patients avaient une acuité visuelle qui baissait, mais moins que s'ils n'avaient pas eu de traitement. Et puis est enfin apparu l'ère des anti-VEGF, le premier Macugen, puis Lucentis et Avastin, et enfin Eylea, avec bientôt l'arrivée des nouveaux anti-VEGF de nouvelle génération. Voilà, on a dressé le tableau général de la DMLA. Ici, vous voyez la façon dont sont injectées ces molécules dans le blanc de l'œil après avoir mis quelques gouttes d'anesthésie chez les patients, absolument indolore pour les patients. Ici, un autre exemple d'injection intravitréenne. Voici en quoi consistent les injections intravitréennes chez les patients. Alors, ces traitements sont très contraignants. Ces traitements ne permettent pas de guérir les patients, ils permettent de les soigner. Mais avec ces traitements, qui ont une charge importante, à la fois en coût pour la population, en coût sociétal et puis en pénibilité pour les patients d'avoir régulièrement ces injections, ont quand même permis de réduire dans tous les pays industrialisés qui l'ont analysé de 50%. Une réduction de 50% de la cécité dans les pays industrialisés depuis l'arrivée des anti-VEGF, ce qui est énorme. Autrement dit, c'est vrai que ce sont des traitements pénibles, des traitements qui ont un coût, mais qui ont réellement porté leurs fruits en termes de santé publique sur l'incidence de la cécité liée à la DMLA. Ici encore en Écosse et puis aux États-Unis, on arrive pratiquement toujours à ce chiffre de 50% de réduction. Voilà, alors quelques messages en conclusion. Il existe donc des mesures hygiéno-diététiques préventives ou associées à des moindres risques de DMLA. Un examen du fond d'œil régulier est nécessaire après 55 ans pour détecter les premiers stades de DMLA. Et surtout, consulter rapidement son ophtalmologiste en cas de baisse brutale de la vision ou de vision déformée. L'acuité visuelle finale est corrélée à la précocité de prise en charge de la DMLA. Autrement dit, il est préférable de stabiliser un patient lorsqu'il a encore 8 dixièmes plutôt que de le stabiliser lorsqu'il n'a plus qu'un dixième. Je vous remercie. Voici, on a dressé le cadre général de la DMLA avec, on va dire, tout ce qu'il faut savoir globalement sur cette maladie en termes de santé publique, l'évolution des traitements, la perception par le patient et puis les grands groupes de DMLA qui peuvent être distingués sur le plan sémiologique pour nos patients vus par l'ophtalmologiste.